ceci est la première des histoires de la série Sans bête, les hommes sans bête. Clap, première. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du faisan. Nous sommes en 1983 dans les bois de Chambaran, dans l'Isère, avec des copains en moto. Nous décidons d'aller camper. Alors nous installons notre campement, nous montons la tente, nous faisons un feu. Il fait beau, nous sommes au mois d'août. Et vers 4 h du soir, nous avons faim. Alors très faim. Comme nous sommes 6 ou 8, nous n'avons absolument rien prévu pour manger. Nous nous dîmes, allons chercher à manger. Mais non, c'est trop facile. Allons plutôt dans la forêt, cueillir notre pitance. Et nous voilà partis dans la forêt en essayant de chercher des champignons ou des châtaignes ou des choses qu'il n'y a pas du tout au mois d'août dans la forêt de Chambaran. Et d'un seul coup, que trouvons-nous? Que trouvons-nous? Un piège. Et dans le piège que nous ouvrons, un faisan mort. Nous prenons le faisan et nous disons « Voilà notre repas du soir. Alléluia !» Un faisan, c'est encore mieux qu'un poulet. Hein. Hop, nous nous rapatrions au campement, nous réactivons le feu, nous prenons le faisan, nous prenons une grande tige en bois, nous le rentrons pour le faire tourner sur la broche. Et nous mettons notre faisan à tourner. Mais d'abord, il faut le plumer. Nous enlevons le faisan et nous plumons le faisan. Oui, ça c'est mieux quand même. Alors nous enlevons les plumes du faisan, il ne peut pas couiner puisqu'il est mort, jusqu'à en faire un faisan sans plumes. Plumé, quoi. Et puis nous le remettons dans pour le faire cuire. Et nous commençons à faire tourner notre faisan. Et avec le feu dessous. Hein. Mais ça ne suffit pas. Nous mettons de l'huile dessus. Nous avons prévu de l'huile. On n'avait rien à manger, mais on a prévu de l'huile. Ne cherchez pas. Donc de l'huile, on le badigeonne d'huile. Ça enlève les poils qui commencent à brûler aussi. Ça sent le poil grillé. Ça sent pas très bon, après dire. Hein. Ça sent pas très bon, mais pas bon. Voilà. Et nous faisons tourner notre faisan, qui petit à petit commence à cuire. Il prend une couleur marron, rouge, noir. Enfin, bref, au bout d'un moment, nous estimons que le faisan est cuit. Nous enlevons le faisan du feu et le regardons. Et en se disant, il y a un problème, c'est l'odeur. Parce que ça sent pas comme le poulet grillé. Ah bon, pourquoi ça sent pas comme je ne sais pas. D'abord parce que c'est du faisan. Et nous nous penchons sur le faisan. On avait commencé à mettre de la moutarde dessus. Hein, Et ce faisan, il pue ma biche, mais il pue. Il pue la mort, il pue la merde, il pue tout. On se regarde tous parce que personne n'ose dire que le faisan pue, vu qu'on a quand même, on l'a chassé pratiquement, hein, c'est une prise de guerre. Et on se dit, on va quand même pas manger ça. Donc non, c'est pas possible, ça pue. On peut pas manger ça, c'est horrible. On a fait tout ça pour rien. On est là, plumé, on rentre, tout ça pour qu'on ait un faisan qui pue. Qu'allons-nous faire du faisan? On peut pas le manger. On va pas le jeter comme ça, parce qu'on l'a quand même préparé, travaillé, donc c'est... Et là, une idée géniale. Je sais plus qui l'a eu. Je vais dire que c'est moi, c'est mieux. Et là, je dis, je sais ce qu'on va en faire. On va aller le remettre dans le piège. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous partons dans la forêt. Je sais super bien ceux qui partent dans la forêt. On retourne vers le piège, on ouvre le piège, et on met le faisan tout cuit, tout moutardé, tout grillé, bien prêt dans le piège, et on referme le piège. Et on s'en va. Nous sommes revenus au camp, nous avons ri environ 4 heures de suite, sans pouvoir nous arrêter, en pensant à la tête du chasseur qui va ouvrir son piège en disant « Qu'est-ce que j'ai bien pu attraper aujourd'hui ?» et qui va trouver un faisan tout cuit, prêt à consommer, mais qui pue. Il y a des fois, j'aurais voulu être mouche. Tada! Des années plus tard, j'ai su pourquoi il puait tant, notre faisan. On avait oublié de le vider. En 2022, en Afrique du Sud, avec Héloïse et Thibault, nous étions sur un sentier, dans une réserve naturelle, où normalement on a besoin d'un guide. N'ayant pas de guide disponible sous la main, ils nous ont dit « Go, go !» Bon, on y était tout seul, quoi, voilà. Il y avait des crottes de rhinocéros de partout. Pendant 2 heures, nous avons suivi un sentier jonché de crottes de rhinocéros en disant « Si on tombe sur un rhino, il faut aller soit à droite, soit à gauche, parce qu'il va tout droit. » C'était une sorte de mantra. À droite ou à gauche, parce qu'il va tout droit. Pendant 2 heures, nous marchons.
Nous faisons notre aller-retour. Rien. Pas de rhino, rien. On arrive à peu près 100 mètres du début du sentier. Donc dans une zone qui est déjà plus civilisée. Quand d'un seul coup, devant moi, passe un serpent d'environ 3 mètres, comme ça, et machin, comme ça. Je fais, oh, les enfants, arrêtez-vous. Ils sont dans les forêts. On fait, c'est bon, hein? Partons du principe que là où il y a un serpent, normalement il n'y en a pas d'autre. J'y bon, c'est bon, on peut y aller. Et on reprend notre marche. Je fais quelques mètres et je pousse un stop. Arrêtez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Là, sur le chemin devant nous, est levé un mamba noir. Gros, comme ça, au soleil, tranquillement, en plein milieu du sentier. Et à gauche et à droite, il y a de la brousse. On ne peut pas faire le tour. On se retrouve coincé, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Thibaut dit, je veux fuir de l'autre côté. Oui, ben c'est une possibilité, mais enfin, on va là-bas quand même, hein, donc il n'y a pas tellement de choix. Et on se dit, mais il faut qu'on passe, il n'y a pas le choix, quelle est la solution? J'ai trouvé, je leur dis, on va le faire bouger. Et comment le faire bouger? On ne va pas le tripoter avec un bâton, hein. C'est un mamba noir quand même. Hein. Je vais le faire bouger en lui jetant des pierres. Je ramasse un caillou. Les enfants me disent, non papa. Si, il faut qu'on va passer. Et je lance un premier caillou. Et je le rate. Et j'entends Héloïse qui dit derrière, papa qui a loupé. Oui, ben c'est bon. Je prends mon deuxième caillou. Je vise bien. Et je l'atteins en plein milieu. Il fait. Et ça va dans les forêts. On a eu un moment de battement de cœur qui. Il faisait plusieurs mètres de long, quoi. C'est pas possible. Et il s'en va dans les forêts. Voilà. Sauf que nous, maintenant, il faut qu'on passe sur le sentier d'où il vient de partir. Hein. Donc Thibaut, je lui dis, passe-moi ton bâton. Elle me dit, j'ai plus de bâton. Et on tape en passant, comme ça, pour foutre le camp. On est arrivé à la réception du lodge en disant there is a black mamba in the end of the path or of the beginning of the path. Ça dépend dans quel sens on va. Et là, ils disent black mamba, very very dangerous. Bah oui, very 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 dangerous. Hein, voilà, faut peut-être nettoyer vos abords un petit peu. Hein. Voilà. Moralité, hein. Pas vu de rhino. Mon Dieu. Nous sommes en randonnée à cheval avec Héloïse. Elle monte Mistral et moi j'ai Paco. Nous arrivons dans une forêt et il y a une pente assez forte. Nous mettons pied à terre pour emmener nos chevaux. Au bout d'un moment la pente s'atténue, alors nous décidons de remonter. Je vais pour remonter sur Paco, mais là, au moment où je remonte, il s'en va. Il commence à monter la pente, qui est quand même encore assez raide. Ce qui fait que, je dis mais Paco, arrête, je pars en arrière et je me retrouve le cul par terre. Lui, il me voit assis par terre, il prend peur, il se dit « j'ai fait une connerie, j'ai fait venir mon maître » et il part en courant, en plein galop, dans la montée. Mais comme un fou, je suis assis par terre, je le regarde, mais Paco, mais reviens. Il arrive en haut, il sent qu'il a fait une connerie, il s'arrête, il se retourne, il me regarde, derrière un arbre, je vois que sa tête. Héloïse est sur son cheval, elle fait « ben enfin, il est fou ce cheval ». Je lui dis « Paco, mais qu'est-ce que tu fais ?» et il sent bien qu'il n'aurait pas dû. Alors, que fait-il? Il décide de redescendre la pente en plein galop, encore plus rapidement que quand il l'a monté. Et je vois arriver mon cheval, les étriers comme ça. S'il pouvait parler, il aurait dit « J'arrive, j'arrive, j'arrive !» J'ai juste le temps de me relever, de l'attraper au passage, et là il s'arrête. Voilà. C'est Paco. Nous sommes en 2015 aux États-Unis, au parc Yellowstone. Sur un sentier avec des pancartes « Attention aux ours ». Donc nous faisons attention. Nous marchons. Quand je dis nous, c'est ma femme, ma mère, mon fils. Nous sommes 4, nous déambulons sur le sentier. Pas mal de cailloux, ça monte, ça descend, c'est compliqué. Après avoir fait une grande balade, on redescend le sentier. Et je donne le bras à Isabelle parce qu'elle a du mal à marcher avec les cailloux. Donc je regarde par terre, là où on marche. Et d'un seul coup, elle se fige, elle me dit « Je regarde. Que voit-on? À quelques mètres de nous, un bison. Un bison, le bison, hein. Un truc énorme qui est en travers, comme ça, et qui nous regarde. Alors, on est figé, complètement.
première réaction, on va reculer, et je dis à tout le monde, on recule, on va se mettre derrière là. Isabelle me dit, on pourrait peut-être passer devant, il est gentil, il nous a vus depuis longtemps, lui, parce que moi je ne l'avais pas vu du tout, hein. Moi je ne l'avais pas vu, on ne pourra pas passer devant. Hein. Je lui dis non, d'autant qu'à ce moment-là, il commence à venir vers nous. Tranquille, mais c'est un bison quand même, hein. Un machin d'une tonne, je veux dire, même tranquille, on se pousse. Donc on se pousse, on va se mettre derrière les arbres, et il passe devant, tranquille, comme ça. Donc on le regarde s'en aller, on en profite pour faire quelques photos, pour l'immortaliser. Et puis il va boire dans une flaque, il est à quelques mètres de nous. On voit juste son petit cul, parce que le bison, ça a une grosse tête, mais c'est un petit cul, c'est comme ça. Et là, on s'en va. Et Isabelle me dit, on aurait pu passer quand même. Hein. Je dis, mais bien, dis oui, là, tu me fais tout un cirque et tout. Femme, enfant, allez vous cacher derrière l'arbre. Moi, je garde là. Non, mais je vois. C'est un bison. Il est tout seul. C'est un solitaire. Les bisons solitaires, en général, il dit pas, salut, comment vous allez-vous là? Voilà, donc nous avons failli rentrer dans un bison parce que je ne l'avais pas vu. Et après, je me fais engueuler parce que j'aurais peut-être dû passer devant le bison puisque lui, il nous avait vus. Bref. Parce qu'il vient. Il vient doucement, mais il vient quand même, Nous sommes au Kenya en 1987 avec ma future ex-femme. Nous roulons dans le parc national de Masai Mara. Nous cherchons les animaux. Safari photo. Pas de lion, pas d'éléphant, rien depuis plusieurs jours. Au bout d'un moment, on se dit, il n'y a pas beaucoup d'animaux dans ce parc. Hein. Si nous nous arrêtions pour casser la côte. Comme c'est le matin, que nous avons dormi dans la voiture, je propose un petit déjeuner à l'arrière de la voiture. C'est une voiture break. Donc, alors, mon ex-femme me dit, on devrait peut-être faire attention. Je dis, bah oui, on va faire attention. Enfin, donc je sors un peu de la voiture, je regarde, je fais un 360 comme ça pour voir s'il n'y a pas de lion, notamment. Voilà. Je n'en vois pas. Bon, c'est vrai qu'il y a des herbes un peu hautes, mais bon. Donc on s'installe à l'arrière de la voiture et on pique-nique. On mange nos cornflakes comme ça, tranquillement, tout va bien, il fait beau, nous sommes heureux. Quand arrive un 4x4 avec des rangers à l'intérieur, qui passe vers nous, qui s'arrête et qui nous fait « Oh, no way, very dangerous, we have seen 5 lions here yesterday, here !» En gros, hier, il y avait 5 lions ici. Je dis « Ok, thank you very much, but c'était hier, c'était pas maintenant. » En gros, il nous dit « Faites ce que vous voulez, on vous aura prévenu. » Et ils s'en vont. Nadine me regarde en disant « Alors, qu'est-ce que j'avais dit ?» Je dis « Bah oui, bon d'accord, il n'y en a pas, on est tranquille, on va faire attention, mais là pour le moment il n'y a rien. » Et là on entend « Nut, nut, nut !» Puis le 4x4, qui s'est arrêté 50 mètres après, qui klaxonne, et on voit un bras sortir de la fenêtre et qui fait... Alors, je monte un peu sur la voiture, je regarde, je prends mes jumelles, et là qu'est-ce que je vois? Des queues de lions qui font plouf, plouf, qui battent l'herbe comme ça. Et les 5 lions, ils étaient là. Donc, comme ils étaient là, on a rempli le pactage, on est rentré dans la voiture, on a fermé. Et après, je me suis pris une chasse, plus jamais on a pris le petit déjeuner dehors. Je suis au Mali, en 1989, lors de la grande traversée du Sénégal au Kenya en moto. Je suis égaré, mes 2 potes sont égarés, chacun d'un côté. Donc on est 3 et on est tous les 3 égarés. Chacun ne sait pas où sont les autres. Et ça va durer un petit moment. Une averse torrentielle me tombe dessus. Je plante la tente et je passe une nuit sous la tempête. C'est gluant partout, il y a des éclairs, c'est... Bon, bref, c'est amusant. Au matin, tout est trempé, je plie bagage de façon à rejoindre plus loin un éventuel patelin sur la piste. Et au moment où je m'approche pour ramasser mon sac, une araignée. Mais attention, une araignée, pas celle de la salle de bain, hein, une araignée grosse comme ça, oui, comme ma main. J'ai de belles mains déjà, hein, une grande main, par terre, près de mes affaires, qui me regarde. Enfin, je suppose qu'elle me regarde parce que ça, en tout cas, elle est dans ma direction. Et j'aime pas les araignées. Enfin, si je peux les éviter, c'est mieux. Je suis obligé d'être là pour ramasser mon pactage. Alors, je prends un bout de bois. J'ai bien mon épée avec moi, parce que j'ai toujours mon épée, mais j'ai un peu la trouille pour la couper en deux. Je me dis, on n'est pas d'accord. Alors,
j'essaie de la faire partir, parce que je m'aperçois qu'elle roupille un peu quand même, elle est comme ça. J'essaie de la titiller pour si elle pouvait partir là-bas, ben ça m'arrangerait. Et au moment où je la touche avec mon bout de bois, qui doit faire 40 cm, elle se dresse sur ses pattes et elle fait... Je vous jure, comme un chat. Elle m'a craché dessus. J'étais tout seul, donc personne ne pouvait me voir. Mais j'ai vu que j'étais fait... Ah, j'ai encore les poils qui... Alors j'ai fait le tour, j'ai ramassé mes affaires comme j'ai pu, en la quittant pas des yeux. J'ai fait mon pactage sans la quitter des yeux sur la moto, les tendeurs, les machins, ça, hop, et je suis parti. Loin de l'araignée. En fin de journée, quand je déplie mes bagages, j'ai oublié l'araignée, hein, c'est bon, c'était. Je déplie, et qu'est-ce que je vois dans la tente? Un scorpion. Comme ça, j'avais plié un scorpion dans ma tente, et je l'avais tellement écrabouillé qu'il était tout plat. Il avait la forme de la tente. Donc j'ai changé une araignée bien rebondie contre un scorpion tout plat. C'était la journée de l'arachnide. Voilà. Ceci n'est pas une histoire drôle. Enfin, non. Pourtant, je vous explique. Il y a quelques années, on nous a donné un âne, qu'on a baptisé Junior. On nous l'a donné parce qu'il faisait du bruit. Et que les gens disaient, il y en a marre de cet âne, il voulait s'en débarrasser. Alors nous on dit, bah, donnez-nous là, on a déjà des chevaux, on va le mettre avec les chevaux, il sera content. Voilà, ça partait d'un bon sentiment. Voilà. Mais on n'a pas des chevaux, on a des juments. Or c'est un âne, un mâle. Et si on met un âne mâle avec des juments, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, le vétérinaire nous dit, il faut le castrer. Bon, ben, il paraît que c'est pas douloureux, on va l'endormir. Ok, ben, c'est ça, ou alors, c'est une façon, il est aiguillé quand même, hein, parce que, bon. Donc on le récupère, et je fais appel au vétérinaire. Qui arrive, tout guilleret, bonjour, voilà, je viens castrer votre âne. Ah, okay. Donc j'amène Junior, bonjour Junior, dis bonjour monsieur. Heureusement qu'il ne savait pas se passer, voilà, présentation, et le vétérinaire arrive avec une stagiaire qui apprenait le boulot. Donc il m'explique, alors on va donc d'abord le sédater, c'est-à-dire vous voulez le tranquilliser. Alors il fait une piqûre et l'âne fait « Ah, ça serait bien ». Et puis d'un seul coup l'âne il fait « Ah, il bascule et pouf, impeccable ». Bon, il est à moitié endormi. Je dis « Pourquoi à moitié seulement ?»« Non, parce qu'il faut quand même qu'il... Mais il va... Non, mais c'est bon. Vous êtes sûr ?»« Oui, oui. » Bon, ben, puisqu'il est sûr, après tout, c'est son métier. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, on va lui couper les robignoles, quoi. En termes choisis, ces choses-là sont dites. Bon, alors, donc, voilà l'âne qui est couché par terre. Et là, le vétérinaire me dit, alors, vous, asseyez-vous sur sa tête. Pardon? Oui, parce que des fois, qu'il relève la tête pendant l'opération, ça peut... parce qu'il peut relever... Oui, oui. Mais il sent rien. Non, mais ça va, mais il n'est pas complètement endormi, vous voyez, il est juste... sédaté. Bon, ok, très bien. Alors, l'âne est couché, je m'assois sur sa tête, le dos au reste du truc. Ce qui fait que je ne vois rien de ce qui se passe. Rien du tout. Mais j'entends. J'entends le vétérinaire qui dit à sa stagiaire « Passe-moi le scalpel !» Ouais, déjà, ça... Hop! Et j'entends juste un petit croûte. Mais surtout, après, il a une bassine, et il dit « C'est bon, j'en ai une !» Clonk. Clonk. Il continue de couper. Clonk, une deuxième. Et voilà. Déjà, je transpire un peu. Heureusement que l'âne ne bouge pas. À un moment donné, il commence à soulever la tête. Je fais non, tu es plus heureux en ne le sachant pas. Et là, il dit à la fille, passe-moi les pinces. Oui, c'est des pinces hémostatiques pour, évidemment, verrouiller tout ça. Voilà. Donc, c'est fait, parce que ça prend pas longtemps, hein, avec le clac. Hein. Hop, il me dit, c'est bon, vous pouvez vous relever de sa tête. Merci, monsieur le docteur. Il va se relever. Alors, effectivement, quelques instants après, ça dure pas longtemps, hein, l'âne se relève sur ses quatre pattes. Je savais, Junior, je lui amène des carottes quand même, histoire qu'il n'ait pas tout perdu. C'est un âne, hein, il a des oreilles. Je dis, c'est bon. Il me dit, alors maintenant, les soins. C'est-à-dire les soins, vous lui dites, oui. Oui, il y a des soins à faire. Il y a des soins à faire, oui, ben, je m'en doute bien un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, alors, tous les jours, vous voyez, vous allez prendre le produit qui est là, hein, c'est de la bétadine, hein, et il faut nettoyer la plaie.
nettoyer la plaie, c'est-à-dire vous mettez de la bétadine dessus, là, pour tous les jours, pour que ça aille bien, quoi. Et je vais donc tenir l'âne, je vais arriver avec ma bétadine, et je vais donc, il me dit, ouais c'est ça, vous passez dessous et vous aspergez. D'accord. Donc pendant une semaine, j'arrivais le matin, près de l'âne, avec mon paquet de carottes, parce que là, il m'avait vu venir la première fois, et on va pas là, il était plus sédaté. Hein. Puis c'est un âne, c'est 200 kilos de sabots. Je lui donnais une carotte, je l'attachais au licol, et après, pendant une demi-heure, je passais mon temps à essayer d'attraper avec mon pchit les roubignoles qui n'étaient plus là, pour les pchiter, pour que, voilà, et pendant ce temps, on tournait comme ça, on tournait tous les jours. Je pense que si quelqu'un nous avait vus, il aurait dit que c'était une sorte de... C'est un cirque expérimental, vous voyez, un truc comme ça. Ça a duré une semaine, voilà. Je ne sais pas si on a voulu, mais moi j'en ai beaucoup voulu au vétérinaire. Si on savait les choses avant, voilà. Je ne raconte pas souvent cette histoire parce que ça me donne la gerbe. Ceci est une histoire agricole. Il y a de nombreuses années, dans mon autre vie, j'ai eu des poules. C'est comme ça. C'est pas moi, c'est ma femme de l'époque qui avait insisté. On aura des poules. Bon. Comme ça, on aurait des œufs. J'aime pas les œufs. Alors, les poules, il a fallu construire un enclos. Il a fallu les empêcher de sortir de l'enclos. Et il a fallu les empêcher après, une fois qu'elles étaient en dehors de l'enclos, d'aller ailleurs. Parce que les poules, ça vole. Donc, première chose, il fallait empêcher les poules de voler. Alors, pour empêcher les poules de voler, on s'est un peu renseigné, on a dit qu'il faut leur couper, leur rogner les ailes. Parce qu'évidemment, comme ça vole, comme ça vole pas. Voilà. Le premier qui fait une réflexion sur le costume, je lui coupe son ordinateur. Donc, j'ai pris la première poule, et j'ai commencé à couper les ailes sur le côté. Hop, et pour voir si ça marchait, je lance la poule en l'air, et si elle vole, c'est que ça ne marche pas. Donc je coupe un peu, je lance la poule, hop, elle vole, ça ne marche pas. On la récupère, on recoupe. Je relance la poule, ça ne marche pas. Bon, au bout de 10 fois, tu commences à en avoir un petit peu ras-le-bol, quand même, surtout quand on avait 3 poules, donc vous imaginez le nombre de fois que ça fait des coups de ciseaux. À un moment donné, la poule, tu la jettes en l'air, et elle tombe, et elle reste là. Tu dis, c'est bon, elle ne peut plus voler. Donc là, ça marche. Bref, nos poules ne pouvaient plus s'en aller par les airs. Elles se sont en allées par d'autres endroits, vous n'en faites pas. Et d'ailleurs, un jour, elles sont passées sous des voitures. Mais bon, c'était une autre histoire. Elles en sont sorties. Hein. Il y en a une qui s'en est sortie, on l'a appelée Attila après, parce qu'elle picorait tout ce qu'elle pouvait. Toujours est-il qu'un jour, nos poules se sont mis à être toutes déplumées de la tête et à plus vouloir manger correctement. Elles perdaient toutes leurs plumes au-dessus de la tête. On aurait dit des mini-vautours. Alors je commençais à m'inquiéter, bon, enfin on s'inquiétait, on se dit, une poule, comment elle a des plumes là, si elle se déplume, c'est que ça ne va pas. Donc on se renseigne, personne ne nous dit, je vais donc chez le vétérinaire. Je prends une poule, au hasard, hop, je la mets dans le panier du chat, enfin la caisse du chat, enfin le machin pour transporter le chat, parce que j'ai pas de caisse à poule, hein, forcément, et j'arrive chez le vétérinaire. J'attends avec ma poule. Déjà j'ai un peu l'air con, parce que chez le vétérinaire, en général, il n'y a pas beaucoup de gens qui amènent des poules. Il y a des chiens, des chats, des vaches, des brebis galeuses, pas pour moi. À un moment donné, c'est mon tour. Je rentre avec ma poule, bonjour, j'ouvre ma caisse à chat, je sors ma poule, bonjour, elle ne peut plus en être, elle était comme ça. Alors je demande, voilà, écoute, je comprends pas, parce qu'elle est toute déprimée, elle est comme ça, puis elle ne mange plus correctement. Il me dit, oh ben c'est normal, c'est parce qu'elle a le chou clos. Je lui dis, qu'est-ce que c'est quoi? Elle a le chou clos. Et c'est quoi le chou clos? Bah, le chou clos, c'est quand elles sont toutes déprimées, elles sont comme ça et qu'elles ne mangent pas. Et donc elle a le chou clos. Elle a le chou clos. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est assez facile là. Tous les jours, pendant 15 jours, vous allez lui donner 3 gouttes de ça. Je vais donner, j'ai dans la poule, chaque poule, j'ai 3 gouttes dans le bec. D'accord, et voilà. Et vous me devez, c'était des francs à l'époque, hein. Vous me devez 80 francs. C'est-à-dire, c'est 3 fois le prix de la poule. Mais bon. Voilà, donc ma poule a le chou clos et je rentre chez moi. Et pendant une semaine, donc, il a fallu attraper les poules, que l'un d'entre nous tienne la poule, et que l'autre ouvre le bec de la poule, tout en mettant les 3 gouttes, après elle explose, je suppose, 3 gouttes dans le bec de la poule, refermer le bec de la poule, la lâcher pour qu'elle s'en aille et qu'elle n'ait plus le chou clos. Au bout de 15 jours, elle n'avait plus le chou clos. Voilà.
Si un jour vous avez des poules qui ont plus de plumes et qui ont un truc comme ça, rassurez-vous, c'est pas grave, elles ont juste le chou clos.